Dans cet épisode, il sera question de violences sexistes et sexuelles. Il y a quelques jours, Rima Abdul-Malak annonçait qu'une procédure disciplinaire serait engagée par la grande chancellerie de la Légion d'honneur à l'encontre de Gérard Depardieu, visé par 2 plaintes pour viol et agression sexuelle. Il y a une chose dans laquelle vous ne me verrez jamais, ce sont les chasses à l'homme. Je le dis en tant que président de la République, mais en tant que citoyen, il rend fier la France. La Légion d'honneur est un... Il a dit quoi, là ? Il déteste quoi ? Il déteste les violences sexuelles ? Non, il déteste les chasses à l'homme. Mais c'est quoi, ça ? C'est quand une femme demande justice et réparation, voyons. Ah oui, ok. Mais il avait pas dit que c'était la grande cause du quinquennat, la lutte contre les violences sexuelles ? Si, je crois bien. Ok. Que signifie un droit si je dois me battre pour l'obtenir ? Que signifie un droit si je dois me battre pour l'obtenir ? Que signifie un droit si je dois me battre pour l'obtenir ? Jugeons la justice ! Bonjour à toutes, vous écoutez Jugeons la justice, pas les femmes, un podcast écrit et produit par la VFT Libres et Égales pour outiller les victimes de violences sexistes et sexuelles au travail. Épisode 4, nommer et reconnaître les viols, les exhibitions sexuelles et les agressions sexuelles. Article 222-32 du Code pénal. L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Catherine Lemagueresse, juriste féministe, ancienne de la VFT, que j'ai quittée pour continuer la recherche autrement au sein de l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Élodie Tuaillon-Ibon, avocate au barreau de Paris. Et je travaille avec la VFT depuis un certain nombre d'années maintenant sur des dossiers de violences sexuelles faites aux femmes au travail. L'exhibition sexuelle, qu'est-ce que ça peut recouvrir comme situation ? Et est-ce que, pour vous, cette définition, elle est assez claire ? Alors, l'exhibition sexuelle. Peut-être se rappeler qu'on y a tous et toutes été confrontés enfants. Sortis d'école, le pervers pépère. Et quand j'utilise cette expression, c'est à bon escient, c'est-à-dire que c'est vu comme le gars qui ouvre son impair et donc, comme dirait l'autre, il n'y a pas mort d'homme. Or, l'exhibition sexuelle, c'est aussi ce qui fait qu'on n'est pas en sécurité. Dès le plus jeune âge, on apprend que potentiellement, il y a des agresseurs qui rôdent, et ça, on l'intègre très très vite. Ça, c'est l'image d'Épinal. Bien sûr que l'exhibition sexuelle, elle se passe partout, elle se passe aussi dans les relations de travail, où elle est un bon moyen de rappeler aux salariés, en général à la salariée, qu'elle est en danger partout, y compris sur le lieu du travail, et que j'ai le pouvoir de rentrer dans ton intimité en imposant mon intimité. Et c'est en ça que c'est une infraction qui est grave, en fait, même si, sur un plan social, on rigole plutôt de ça. En fait, si, c'est grave. Alors, dans la définition de l'exhibition sexuelle, au départ, c'était l'exposition de ses parties sexuelles. Et puis, il y a eu une modification assez récente qui a consisté au fait d'imposer à la vue de quelqu'un le fait de se frotter les parties génitales, que le sexe soit sorti ou pas. Ça reste une infraction qui est très peu dénoncée, assez peu prise en compte par le droit. Alors, on a quand même eu une belle jurisprudence, parce que ça concerne un avocat. Il attendait sa femme de ménage pour se dénuder et qui disait... Ah non, moi, c'était pas de l'exhibition sexuelle parce que c'était pas dans un lieu public, c'était dans mon bureau. Et effectivement, quand on regarde le texte, il faut que ce soit dans un lieu public. Et le bureau d'un avocat reçoit du public, et donc la condition de publicité était acquise, et que donc il a pu être condamné pour exhibition sexuelle. Qu'est-ce que vous pensez de la peine prévue pour l'exhibition sexuelle ? Donc la peine encourue, 1 an, 15 000 € d'amende, et j'ai bien dit encourue, c'est ce qu'on risque. Quand il y a plainte, quand il y a poursuite, quand il y a condamnation, les peines prononcées sont dérisoires. Donc l'aspect préventif-répressif de cette peine n'existe pas. Donc la question, c'est plutôt qu'est-ce qui ferait qu'une peine serait dissuasive ? C'est qu'elle soit effectivement prononcée, que les personnes aillent effectivement en prison, même pour 1 semaine. Moi, j'aimerais bien rappeler aussi, quand on parle d'exhibition sexuelle, que en fait, ce qu'on voit ne s'oublie pas une fois vu. Il y a des vrais traumatismes. Je vais faire une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais je vais comparer avec la pornographie, par exemple, quand vous êtes exposé à des images de rapports sexuels, la plupart du temps contraints, violents, etc. Et vous avez des images qui s'impriment, en fait, qui envahissent
votre esprit, ça peut être extrêmement désagréable. Dans certains pays anglo-saxons, d'ailleurs, il y a des réflexions qui sont en cours sur le rape eyes, le viol par les yeux, en fait. C'est-à-dire comment, en regardant quelque chose, on peut avoir les effets d'autre chose. En regardant un viol, on peut avoir les effets du viol. En regardant une exhibition sexuelle, on peut avoir les effets d'une agression sexuelle. Après, on ne réagit pas toutes et tous de la même manière. Mais je crois que ça, c'est quelque chose de très important quand même. C'est que souvent, ça laisse les personnes qui en sont victimes potentiellement au minimum choquées, parfois traumatisées. Malheureusement, nous vivons dans une société où les traumatismes liés aux violences sexuelles sont peu, voire pas, bien pris en charge sur le plan médical pour aider les personnes qui en sont victimes à s'en sortir. Article 222-22 du Code pénal constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur. Article 222-23 du Code pénal, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. Qu'est-ce qui différencie l'agression sexuelle du viol ? Le fait que l'agression sexuelle est un délit et que le viol est un crime. D'un point de vue légal, aujourd'hui, ce qui différencie l'agression sexuelle du viol, c'est la pénétration, essentiellement. Avec cette précision que désormais donc, l'acte bucco-génital est considéré comme un viol. Pourquoi on a différencié l'agression sexuelle du viol et quand ? Le viol, ça a toujours été un crime réprimé. Prenez la Bible, c'est déjà dedans. Dans l'Ancien Régime, donc avant la Révolution française, le viol est particulièrement grave parce que c'est le risque d'être enceinte. Quand on prend le code pénal en code Napoléon 1810, apparaît le crime de viol et d'attentat à la pudeur. L'attentat à la pudeur, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui agression sexuelle. Donc on a un seul crime qui va se séparer en 1832 entre crime de viol et crime d'attentat à la pudeur. Et donc, il faut tout le 19e siècle pour que qu'on évolue de l'atteinte à l'honneur des familles à l'atteinte à l'intégrité des personnes. Le fait que le crime d'attentat à la pudeur cesse d'être un crime, c'est la loi du 23 décembre 1980. Pour qu'elle corresponde à la réalité, il aurait fallu que ceux, et j'emploie à dessein le masculin, qui ont tenu la plume pour rédiger les infractions de viol et d'agression sexuelle, se soucient des victimes. C'était évidemment pas le cas. L'objectif, c'était de garantir un ordre public et la paix des ménages et la paix de la société qui n'incluait pas les intérêts des personnes victimes. Donc si on était parti de la réalité des personnes victimes pour définir les infractions sexuelles, je pense qu'on aurait de nettement meilleurs textes. D'ailleurs, le dernier texte qu'on a eu, c'est le délit de harcèlement sexuel, est beaucoup mieux rédigé, parce que la VFT y a beaucoup contribué. Et parce que donc on est parti effectivement du récit des victimes pour pouvoir penser cette infraction-là. Extrait de la plaidoirie de l'avocate féministe Gisèle Halimi. 1978, procès d'Aix-en-Provence. Et enfin, il y a le viol dans la diversité que ces trois hommes ont voulu lui donner. Et ces deux jeunes femmes ont, comprenez-le bien, peur de mourir. Oui, elles ont peur de mourir. Qui, ici, oserait dire qu'une femme violée dans ce rapport de force abominable n'a pas peur de mourir ? Soit avant, soit pendant, soit surtout après. Et ces jeunes femmes qui ont peur de mourir, qui sont anéanties, harassées, battues, humiliées, cessent de se débattre. Elles cèdent. Et c'est cela qu'on appelle le consentement. Elles cèdent. Et vaincues, inertes, elles subissent. Et on appelle cela le consentement. À la VFT, en moyenne, 15% des travailleuses qui nous contactent ont été victimes de viols sur leur lieu de travail. Quel est du coup l'intérêt d'une intervention féministe dans ces dossiers ? On est le poil à gratter. On oblige les personnes à se déconstruire. On est le porte-voix de celles qui sont le plus souvent sans voix, et puis de faire une analyse politique de ce qui est dénoncé, là où on a le plus souvent envie de réduire ça à un problème individuel.
« Oh, elle n'a pas de chance, elle est tombée sur cet homme-là qui se trouve être un agresseur ». Non, c'est l'intervention féministe, c'est de montrer que certes, elle est tombée sur cet homme bon représentant du patriarcat, mais que ça reste le représentant du patriarcat. Et c'est ça qu'il faut dévoiler et mettre en perspective. Et puis construire aussi une réponse publique, politique, collective, et montrer à la victime que c'est pas seulement cet homme, c'est un système entier. Et en plus, c'est très déculpabilisant, parce que du coup, c'est pas de sa faute. Or, les victimes, on le sait, culpabilisent énormément en disant « j'aurais dû mieux me défendre, j'aurais dû, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, etc. » Très souvent, les victimes nous disent « oui, mais le féminisme, c'est bien, mais s'il vous plaît, je voudrais pas trop que ce soit féministe, en fait, le dossier, parce que c'est pas bien vu. » Et puis, vous prenez les mêmes personnes un an après et vous retrouvez des personnes qui sont transformées, en fait, souvent, sur leur sentiment de honte, sur leur sentiment de pas de chance, sur leur sentiment de solitude aussi, parce que les victimes ont souvent un profond sentiment de solitude. Il est très difficile de ne pas se laisser enfermer dans le mal qu'on a pu vous faire. Et le féminisme, c'est d'abord aussi une solidarité. Une solidarité qui ne tient pas compte de la race, de la classe. C'est une solidarité totale. Ça permet aussi d'avoir une vision des situations, une vision du droit, le droit qui est un objet politique. C'est ce mouvement permanent d'aller-retour entre la théorie et la pratique et la théorie, et ce travail un peu de, vous savez, comme ces guêpes qui roulent des boules de boue là, l'été là. Vous voyez, celle dont je veux parler. Et ben nous, on est un peu les guêpes du patriarcat, quoi. On roule notre boule de boue en fait en permanence pour qu'elle soit parfaite, polie, et qu'ensuite on puisse s'en débarrasser. Alors du coup, la question sur la légitimité de pouvoir parler d'agression sexuelle et de viol quand on n'a pas déposé plainte, ou alors qu'on a déposé plainte mais que la justice n'est pas passée. On doit quand même avoir le droit de dire avec ses mots ce qu'on pense avoir vécu, ce qu'on a vécu, la manière dont on l'a vécu. Nous, on a très souvent la question, lorsqu'il arrive qu'on fasse du conseil, par exemple, aux organisations syndicales ou même à certains employeurs dans des dossiers finalement de violence sexuelle. Et si l'employeur ou l'inspection du travail, par exemple, ne peuvent pas écrire qu'il y a eu un viol, on ne peut pas pour autant empêcher la victime de le dire. Et je pense que là-dessus, vraiment, il faut être intransigeant, à la fois dans la liberté qu'on doit laisser aux victimes d'employer les mots, et à la possibilité pour ceux qui ont des responsabilités à prendre au travail dans ces dossiers-là, de traiter quand même de sujets, quand bien même il n'y aurait pas de plainte pénale, ou quand bien même il y aurait un classement sans suite. Il n'y a rien qui vous empêche de dire que madame dénonce des faits qu'elle qualifie de viol. Qu'est-ce qui vous empêche de dire que c'est un acte qui n'est pas conforme à ce qu'on est en droit d'attendre d'un rapport de travail ? Et que ça contrevient au règlement intérieur de l'entreprise, par exemple. Il n'y a rien qui vous en empêche. Parce que cette jurisprudence, elle existe, en fait. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est de ne pas perdre de vue qu'il y a des magistrats qui ont dit, qui ont écrit, noir sur blanc, que un classement sans suite, ça n'était pas un blanc-seing, ça n'empêchait pas la poursuite, par exemple, sur le plan disciplinaire, ça n'empêchait pas la remise en question du comportement de monsieur, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on conseille aujourd'hui à une femme victime de violences sexuelles au travail ? Se rappeler d'abord que le silence ne profite qu'aux agresseurs. Donc, en conservant le silence, c'est contre-intuitif, mais en fait, on s'expose. On s'expose à la poursuite des agressions contre soi et contre éventuellement d'autres victimes, puisqu'on sait qu'en général, ce sont des réitérants. Donc, comment rompre le silence tout en se mettant en sécurité ? C'est de ne pas rester seul, c'est rejoindre des collectifs et puis se dire que, ce que disent beaucoup de victimes d'ailleurs au procès, quand elles sont à côté de l'agresseur, hein, du moins il n'est pas très loin, hein, il est quelques mètres à sa gauche ou à sa droite, qu'elle dit c'est cet homme-là qui m'a fait peur. Et en fait, tout d'un coup, parce qu'il est obligé de répondre devant la société de ses actes,
elles se rendent compte que la force, elle est de leur côté, le courage, il est de leur côté, la justice humaine, à défaut d'institutionnelle, elle est de leur côté. Parce que les gens soutiennent ces démarches de vérité. Ils soutiennent les personnes qui dénoncent des rapports de pouvoir et de domination. Évidemment, c'est difficile. C'est un parcours de la combattante ou du combattant. Ces procédures, on le sait. Il ne faut pas mentir aux victimes. On le dit. De toute façon, elles le savent. Mais cela étant dit, pour donner un peu d'espoir, on peut rappeler quand même que lorsque les plaintes arrivent devant leur juge, ce qui se produit quand même de temps en temps, la plupart du temps, les auteurs sont condamnés. Il est clair qu'il y a un vrai procès, il y a des vrais échanges d'arguments, il y a des vraies analyses des charges, des preuves. Les droits de la défense, la présomption d'innocence sont, je vous rassure, parfaitement respectés en France. Lorsqu'on a pris la peine d'enquêter à peu près correctement, lorsque le parquet a fait le travail qui devait être le sien, etc., mais en réalité, il y a fort peu de chance pour que le mis en cause, l'accusé ou le prévenu, trouve des explications en fait qui puissent l'absoudre judiciairement de son crime ou de son délit puisqu'il l'a commis. Aujourd'hui, et c'est normal, on continue le combat. On n'est pas satisfaite. On n'est pas contente. Ça, c'est vrai. On n'est pas contente du tout. Mais on n'est plus au XVIIIe siècle. Alors la difficulté, c'est vrai, c'est que pour les femmes, l'histoire avance extrêmement lentement. Voilà, très lentement. On a du mal à se dire, mais je suis citoyenne. L'État, le gouvernement, les institutions, la société me doivent quelque chose. Voilà, de ne pas être violée, de ne pas être agressée. Et c'est un combat qu'on doit mener tout ensemble. On va les faire changer, les choses, c'est sûr. Tout ensemble. On n'a pas le choix. Dans le prochain épisode de Jugeons la justice, pas les femmes, nous allons nous intéresser aux fausses informations qui circulent sur les éléments de preuve. Fausses informations, bien sûr, toujours bénéfiques aux agresseurs. Ce n'est jamais parole contre parole, et il y a de nombreux éléments que les victimes peuvent rassembler. Merci de votre écoute.